Alors, donc je crois comprendre que la conférence est désormais ouverte. Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci de venir écouter cette conférence qui est la deuxième étape dans notre cycle de conférences Patrimeta où un conseiller interroge des sociétés de gestion sur des thématiques qui intéressent tout particulièrement les conseillers. Le sujet du jour est de vous faire découvrir et mieux comprendre les thématiques portant sur les besoins primaires de l'être humain. Et nous allons le faire selon deux approches. D'abord sous l'angle des actifs listés et ensuite via la gestion des actifs réels. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui dans Patrimeta, on a 27 fonds qui couvrent ces objectifs, ce qui représente à peu près 28% des produits présentés sur la plateforme, ce qui est un point important. C'est pour ça que ce thème ou cette thématique a été choisie. Et pour animer cette conférence, nous avons la chance d'avoir Cédric Marc, qui est le fondateur de Patrimonio Finance, qui a bien voulu se livrer à nouveau à cet exercice. Et Cédric accueille deux invités de renom, puisqu'il a à la fois Marc Romano de Mirova et Frédéric Dupraz de Thématique AM. Donc bonjour à vous tous, bonne conférence. Et Cédric, maintenant, tu as la main, vous avez la main pour animer cette conférence. Eh bien, merci Pascal. Et bonjour à Frédéric et Marc d'avoir bien voulu en fait, participer à cette conférence parce que c'est une thématique, le bien-être et les besoins primaires, c'est une thématique qui est bien évidemment importante. Thématique importante, pourquoi? Parce que vous le savez, je dirais, en tant que gestionnaire de patrimoine, nous sommes depuis le 1er janvier 2023 dans l'obligation de nous intéresser à la sensibilité en matière de durabilité pour nos clients. Et ça veut dire qu'une conférence de ce type, ça nous permet de continuer à nous former pour tenter de mieux les informer, je dirais, ces clients, et de voir, en fonction de leur sensibilité, qu'est-ce qu'on peut mettre en adéquation pour servir leurs intérêts et leurs stratégies. On va essayer d'être ensemble pendant une quarantaine de minutes et de dresser d'une manière concise le contexte et en mettant en avant les enjeux du bien-être humain. Et on va essayer, à travers des questions courtes et des réponses qui le seront un tout petit peu moins, des réponses concrètes aux questions qu'on peut se poser. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle de bien-être humain, moi, je voudrais rappeler que ça fait bien sûr écho aux fameuses ODD, Objectifs de développement durable de l'ONU. Et je vais vous en relister en fait quelques-unes pour qu'on puisse parler et savoir quel est en fait le périmètre d'intervention. Bon, eh bien, le bien-être humain, c'est tout d'abord l'éradication de la pauvreté, c'est la lutte contre la faim, c'est bien évidemment l'accès à la santé, l'accès aussi à des emplois qui peuvent être décents. On parlera aussi dans ce contexte-là de tout ce qui peut être innovation et infrastructure, mais aussi de tout ce qui va être ville et communauté durable. Alors, vous savez d'ailleurs que lorsque vous allez sur le site Patrimeta, sur la plateforme Patrimeta, vous avez tout à fait la possibilité, à travers la recherche multicritère, de dire, voilà, moi je voudrais l'ODD 9, qui va être innovation et infrastructure, ou l'ODD 3, c'est accès à la santé. En tapant ceci, vous avez la liste des fonds qui respectent ce critère-là. Dernier point aussi, vous aurez bien évidemment la possibilité de poser des questions dans l'onglet conversation, et à la fin de l'intervention, on tentera de répondre à toutes ces questions. Alors, première question, Frédéric et Marc, comment est-ce que vous définiriez les thématiques, je dirais, autour des besoins primaires de l'être humain? Frédéric, vous commencez? Avec plaisir, oui. Bon, alors, tout d'abord, j'aimerais différencier deux choses. Les besoins primaires sont vraiment, si on se rappelle à la pyramide de Maslow, quelque chose d'assez important parce qu'il liste les besoins en fonction de leurs nécessités. Et on trouve au sommet de cette pyramide les besoins physionomiques, c'est-à-dire réspirer, manger, boire. Et juste après, la sécurité, parce qu'il nous faut cette tranquillité d'esprit pour pouvoir continuer avec les besoins, je dirais, plutôt émotionnels et sociaux. Donc, dans le cadre de thématiques, c'est un pilier important de notre offre, puisque toute notre offre est basée sur les forces primaires, ces tendances séculaires de long terme.
tels que la rareté des ressources, l'innovation, le changement climatique. Et tout ça, ça va couvrir les besoins primaires, mais c'est aussi une offre qui couvre une multitude d'ODD, vous en parliez avant, par exemple avec, dans les besoins primaires, l'accès nécessaire à l'eau potable ou la gestion de la pollution pour avoir de l'eau potable, l'accès à la nourriture de qualité pour la lutte contre la faim. Donc on trouve l'ODD 2, l'ODD 3 aussi pour la santé, l'ODD 6 pour l'eau potable, l'ODD 11 pour les villes durables, la vie aquatique avec la 14, l'innovation et ainsi de suite, sécurité du travail, sécurité, la justice et l'inclusion économique. Donc tous ces ODD sont couverts par l'entièreté de notre offre chez Thematics. Maintenant, le deuxième point, c'est le bien-être. Et là, à la différence des besoins primaires, on verra que ça se rejoint, c'est plus un ressenti. Et comme l'avait mentionné, enfin comme l'a écrit Spinoza à l'époque, le bien-être, ou la béatitude, c'est une notion qui nécessite d'être à la fois en équilibre physionomique, c'est d'avoir assez à manger, d'être en santé et autres, et aussi un équilibre du côté émotionnel, qui rejoint en fait la partie de tranquillité d'esprit qu'on couvre avec nos fonds aussi. Donc c'est là où je vois un lien entre les besoins primaires et le bien-être ou la tranquillité d'esprit. Marc, comment est-ce que vous définiriez, vous, les thématiques autour de ce site, besoins primaires de l'être humain? Frédéric a mis la barre assez haut en invoquant Spinoza. Donc, non, nous, je pense que nous, on est assez raccord avec l'utilisation des ODD qui sont et des 6 que vous avez cités. Je pense que c'est des bons marqueurs pour s'intéresser en fait aux besoins de l'être humain, à la société, sa dimension humaine. Nous, on a un peu pensé qu'il y avait 4 grands thèmes qui nous paraissaient vraiment essentiels, qui vont se recouper avec ce que disait Frédéric. Il y a évidemment l'accès à la santé et le bien-être, c'est un sujet très important. Il y a tout ce qui va toucher à la formation, la connaissance, parce qu'en fait, pour bien vivre et bien être, il faut être équipé. Il va y avoir tout ce qui va couvrir les problèmes du service, de l'inclusion qui permettent de faire citoyen et de ne laisser personne au bord de la route. Et alors, c'est un peu périphérique, mais l'être humain consomme et on pense que tout ce qui va toucher aux nouveaux modes de consommation, à essayer d'avoir des consommations plus responsables, plus durables, ça contribue en fait aussi à cette dimension-là. Donc concrètement, en fait, vous, Frédéric, au sein de Thematics AM, quelles sont les thématiques qui sont abordées dans votre gamme de produits? D'accord, comme je disais, toute l'offre correspond à certains ODD, mais il y a 3 fonds qui adressent vraiment les besoins primaires et le bien-être, à commencer par le fonds Thematics Water, qui investit dans les solutions et les produits liés à l'accès à l'eau, l'eau de qualité, la distribution d'eau, le contrôle de la pollution et autres. Donc c'est un fonds vraiment dédié à ce besoin primaire qui est l'eau. C'est le fond de la gamme, je dirais, qui a le profil de risque le plus défensif, donc il est intéressant vraiment dans certaines conditions de marché. Le deuxième fonds qui touche vraiment entièrement le bien-être, il est dédié à ça. C'est un fonds sur le bien-être, il s'appelle le Thematics Wellness. Il investit dans toutes les compagnies qui offrent des solutions pour maintenir une bonne qualité de vie, une meilleure qualité de vie, mais aussi une qualité de vie plus longtemps, puisqu'on vit plus longtemps. Dans ce cas-là, le profil de risque est légèrement différent du water, mais pas très risqué non plus. Et finalement, le troisième fonds que j'aimerais mettre en avant, c'est le fonds Safety sur la sécurité. C'est donc ici vraiment un fonds qui fait le lien entre ses besoins primaires et le bien-être, puisqu'il offre la tranquillité d'esprit. On se sent bien quand on est en sécurité. Il investit à la fois dans les sociétés qui offrent des produits et solutions pour nous garantir l'intégrité physique, mais aussi l'intégrité numérique. On voit aujourd'hui que l'intégrité numérique fait partie de notre vie sociale et il faut maintenir son intégrité. Le profil de risque dû à cette composante digitale est légèrement supérieur aux 2 autres fonds que je viens de mentionner. Mais, quant à vous, Marc, en fait, vous au sein de Nerova, donc, vous êtes connu par rapport à une gestion en actifs réels qui couvre, souvenons-nous, plus spécifiquement l'environnement. Comment est-ce que vous en êtes venu à glisser sur la thématique et du bien-être humain?
Alors, certes, côté actif réel, on a un biais vers l'environnement avec nos fonds infrastructures, capital naturel et PE, Private Equity Environnement, mais Mirova se cite à mission, hein, son objectif, c'est de toucher à toutes les dimensions de l'investissement responsable. Et côté actif listé, on a des fonds qui sont à dimension sociale et sociétale. Sur le Private Equity, on s'est intéressé à cette problématique en partant d'une conviction très forte, qui est que si on veut réussir la transition avec un grand T, il faut réussir la transition du système, donc de l'environnement, mais il faut aussi accompagner la transition à l'échelle de l'être humain. Et c'est un peu l'objectif de notre fonds qui s'appelle Mirova Life Essential, Impact Life Essential, c'est de se placer à l'échelle de l'individu. Et parce que si on se contente de traiter le système, mais qu'on n'accompagne pas tout à chacun dans cette transition, on ne réussira pas. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce deuxième fonds Private Equity, qui est en continuation du premier, avec cette volonté justement d'agir sur la société pour contribuer à la transition. Alors, d'un côté, moi j'entends que donc Frédéric, on vous connaît thématique évidemment sur ces fonds tout particuliers. Donc, dans le cadre de notre conversation, on parle de santé, eau, safety et wellness. Quant à vous, Marc, donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contexte, je dirais, fiscal de ces fonds. Donc, c'est un fonds de private equity. Est-ce qu'il a une particulier? Oui, alors donc c'est un fonds de private equity. Une des volontés, et je crois que les conseillers qui nous écoutent et qui ont eu l'occasion d'entendre parler du premier fonds environnement le savent, la volonté de Mirova sur une classe d'actifs private equity qui est plus traditionnellement destinée aux institutionnels, c'était de l'ouvrir aussi aux clients privés. Avec le même produit, c'est-à-dire le produit d'investissement auquel accèdent les clients privés, c'est exactement le même que celui accessible pour les clients institutionnels. Alors effectivement, il y a des diminutions fiscales, c'est un fonds fiscal, il est également éligible au réemploi de cession, donc le 150-0 voilà. Donc il y a aujourd'hui une première version qui est un fonds professionnel spécialisé, une SLP, et puis on lance en juin sa version FCPR pour le référencement assurance vie. D'accord, très bien. Ok. Bon, le fait qu'il soit 150 0BTR, ça c'est une bonne idée parce que l'offre sur le marché, elle n'est pas très importante et de surcroît sur ces thématiques-là. Frédéric, quels sont vous en fait? Et je pense qu'à 150 0BTR, j'ai oublié de le dire, on est SFDR 9 aussi, comme tous les fonds Mirova, c'est pour ça que j'ai oublié de le dire. Donc effectivement, je crois qu'à 150 0BTR, SFDR 9 sur ces thématiques-là, il n'y en a pas beaucoup. Merci en tout cas de cette précision. Frédéric, au sein de Thematics AM, vous, quelles sont les conditions de gestion et les spécificités dans votre process liées à bien sûr ces thématiques? D'accord, je vais peut-être mentionner le fonds thématique safety que j'ai déjà mentionné auparavant, donner un peu plus de détails. Pour revenir à Marc, c'est aussi un fonds qui est classifié article 9, SFDR. Donc c'est aussi intéressant d'avoir un fonds thématique article 9 sur la composante non climatique, en fait, la composante sociale. Donc ce fonds est intéressant dans ce cadre-là parce qu'il couvre à la fois les besoins primaires et le bien-être, comme je l'ai mentionné avant. C'est intéressant parce que c'est un fonds qui offre un combo, enfin un mix entre résilience et croissance. La résilience vient du fait que la sécurité est un besoin primaire, comme j'ai dit, donc on la trouve partout et en tout temps. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on nous coupe jamais nos dépenses de sécurité, même dans les périodes difficiles. Ensuite, c'est un fonds qui a de la croissance parce que la régulation et l'innovation amènent de la croissance supplémentaire d'année en année. La régulation devient plus dure, l'innovation amène des nouveaux risques qu'il faut couvrir. Donc, ce fonds investit dans deux pôles différents. Il y a à la fois ce qu'on appelle le monde digital, le monde numérique, c'est la sécurité informatique, c'est la sécurité des paiements, notamment tout ce qui est ce monde qui prend de plus en plus part dans nos vies. Et c'est aussi la sécurité réelle, du monde réel. Ici, on va parler de sécurité du travail, sécurité alimentaire, sécurité des transports,
sécurité des industries, de l'habitat et de la ville. Donc, on voit que ça couvre l'entièreté du spectre dans lequel on a besoin de sécurité liée aux besoins primaires. Le processus de gestion est le même pour tous les fonds. Donc là, c'est assez simple, en 3 phases différentes. Premièrement, une chose qui nous tient à cœur chez Thématique, c'est d'avoir ce qu'on appelle un thématique alpha. C'est-à-dire la première couche, c'est d'alpha, c'est dans la définition des univers. Et là, il faut être très sérieux sur le fait qu'on doit définir un thème clairement pour avoir des idées d'investissement qui reflètent ce thème. Ensuite de ça, dans cette phase de définition, on va exclure les titres qui ont un mauvais comportement ESG, qu'on juge mauvais. On parle de durabilité ici. On va aussi exclure certaines sociétés pour les risques qu'elles amènent en termes de liquidité et de volatilité, ou encore, on va aussi exclure celles qui n'ont pas la matérialité ou l'exposition au thème suffisante. Et ça nous garantit réellement d'avoir des fonds qui sont extrêmement purs et dans lesquels on peut être très sélectif. Deuxième phase du processus, c'est la sélection. C'est là où, avec nos collègues, on fait à la fois l'analyse financière et extra-financière. C'est très important de mentionner qu'on fait l'analyse extra-financière ESG parce qu'on veut avoir les mains là-dessus. Donc, c'est une phase dans laquelle on fait l'analyse complète du business, de l'activité, du management, mais aussi des différentes caractéristiques ESG et de trading. Et enfin, on va faire des modèles de valorisation pour déterminer la taille des positions dans le fonds. Et la dernière phase, qui est très importante dans le cadre de l'ESG, c'est la partie action. C'est là où on va voter aux assemblées, on va donner notre avis. Et enfin, c'est là aussi où on va engager avec les compagnies, on engage avec une multitude de compagnies au sein de chaque fonds, mais au sein de Thematics, pour pouvoir faire avancer les choses en matière de ESG. Donc, voilà pour le processus. J'imagine qu'avec un fonds comme sécurité, néanmoins, il n'y a pas de valeur liée à la défense. Non, exactement. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est central hein, dans les besoins géopolitiques, la défense. Ça fait depuis le lancement de Thematics qu'on avait décidé de ne pas inclure la défense pour des raisons ESG, pour des raisons qui nous semblaient faire du sens. Aujourd'hui, c'est toujours pas quelque chose qu'on considère. On pense que, en plus de ça, gérer un fonds défense, c'est une activité différente. Ce n'est pas ce qu'on fait. Le stock picking est moins important que pour des fonds dans lesquels on peut appliquer la sélectivité. Et là, c'est vrai que la plupart du temps, les contrats sont secret défense et il est difficile de voir ce qui pourrait changer pour une compagnie. Donc non, on n'investit pas dans la défense. D'autant plus qu'effectivement, je dirais, l'univers de jeu, il est quand même relativement réduit tant en Europe qu'aux États-Unis. Marc, vous, dans le cadre de la gestion avec vos actifs réels, bon, clairement, c'est des histoires de société, mais et vous, sur quels critères est-ce que vous sélectionnez ces valeurs-là dans lesquelles vous investissez? Alors, on va avoir des éléments communs avec Frédéric, puis des éléments plus spécifiques. Je pense que j'imagine. Nous, notre volonté, c'est de combiner impact et rendement. Donc, dans notre boîte à outils, il y a 2 éléments d'analyse. Il y a les éléments, je dirais, liés à la performance financière. Donc, ça va être des éléments de conviction sur. Alors nous, on est à un stade où on investit sur la phase, la phase d'accélération. On prend les entreprises quand elles quittent la maternelle, donc le capital risque pour les amener jusqu'à la maturité, donc jusqu'au buy-out ou au listing. Donc, phase de capital accélération en bon français. Et on va donc se poser la question de la maturité de l'innovation, de ce qui est proposé par l'entreprise, de sa pertinence, des barrières à l'entrée, est-ce qu'elle est protégée par des brevets, qu'est-ce qui fait qu'elle ne va pas être copiée, qu'est-ce qui fait qu'elle est pérenne dans le temps. Donc tout ça, c'est des fondamentaux du business. Fondamentalement, on va se poser des questions sur la qualité du business model. Est-ce qu'il y a des clients? Comment c'est rémunéré? Quel est le chemin vers la profitabilité? Nous, il est clair qu'il faut que les entreprises soient profitables ou deviennent à court terme, donc à horizon de 3 ans. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la qualité des gens. Je pense qu'on est dans des métiers, en particulier qu'on est sur des entreprises de taille moyenne et les conseillers qui ont des entrepreneurs comme clients le savent bien, c'est la qualité du management. Est-ce qu'on a une conviction sur la qualité du management? Nous, notre rôle comme investisseur de capital investissement, c'est d'accompagner les entrepreneurs. C'est pas de gérer à leur place. J'entends beaucoup des fonds de private equity qui expliquent qu'ils créent de la valeur.
moi, j'ai envie de dire que je ne crée pas de valeur. Je crée de la valeur en choisissant les bonnes entreprises, mais après, c'est les entrepreneurs qui créent la valeur. Donc, dans nos critères, il y a la qualité des entrepreneurs. Ensuite, il va y avoir, évidemment, les pratiques ESG de l'entreprise. Et souvent, toujours trouver des solutions parfaites. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs, ils ont beaucoup de fronts à combattre. Ils ne peuvent pas être parfaits partout. Et donc, parfois, on trouve des situations, par exemple, en diversité. On avait investi dans une entreprise où ils avaient réussi un exploit, c'était 100% d'hommes. Même leur assistante était un assistant. Donc, bon, sur nos critères d'US, c'était pas fantastique. Mais ce qui est important pour nous, c'est la compréhension et la volonté des managements, des entrepreneurs à progresser. Donc, on analyse, et puis s'ils sont prêts à progresser, avoir une route d'amélioration, à ce moment-là, on va embarquer avec eux et on va les faire progresser. Ça va être notre rôle. Et puis enfin, le dernier volet, c'est l'impact. Quelle est la contribution positive à au moins un des ODD qui ont été identifiés? Et d'ailleurs, on va, tout comme on fait un business plan, nous on fait un plan d'impact qui nous permet d'objectiver. D'ailleurs, on va assez loin puisque 50% de la rémunération variable de l'équipe, donc carry interest chez nous, est liée à l'atteinte de ces objectifs d'impact. C'est comme ça qu'on va faire, avec la volonté de combiner impact et rendement, sans faire de concession de l'un par rapport à l'autre. J'imagine, en plus, vous, comme vous travaillez dans le temps long, vous avez probablement plus de capacité à mesurer concrètement l'impact de ces investissements et des enjeux de l'entreprise. Bien sûr. Alors, on a le temps long, donc ça nous permet, et puis nous, on est toujours à la gouvernance, on est toujours au conseil d'administration, au comité stratégique, suivant comment il s'appelle. Et donc, on peut mettre en place des indicateurs spécifiques avec les entreprises. Et ça, on le fait toujours avec eux. Parce que c'est la meilleure manière d'avoir une mesure pérenne. En plus, on est intimement persuadé que la capacité à mesurer cet impact, ça compte la création de valeur. Pourquoi? Parce que dans notre stratégie, l'essentiel des sorties, investir, c'est simple. C'est simple. C'est une chose. Sortir, c'en est une autre. En private equity, vous avez 3 grands types de sorties. Hein. Vous revendez un autre fonds, vous faites un IPO ou vous vendez un stratégique. Nous, on privilégie des options de sortie vers les stratégiques pour plusieurs raisons. D'abord, c'est celles qui sont les moins conditionnées aux situations de marché. C'est celles qui sont les plus facilement prévisibles. C'est celles où aussi, ces stratégiques qui vont racheter nos boîtes innovantes, ils vont valoriser l'impact. Ils vont valoriser d'ajouter à leur portefeuille une entreprise qui améliore leurs propres critères. Donc, en mesurant l'impact, on pense qu'on contribue à la création de valeur. Et vous améliorez, je pense, la capacité à revendre à un acheteur de la société. C'est logique. C'est notre conviction profonde. Ouais, c'est logique. Frédéric, sur Thematics, en fait, vous êtes spécialisé sur des fonds thématiques. Moi, c'est quelque chose que je comprends bien parce que ça fait des années que j'utilise, y compris dans les stratégies d'action internationale, plutôt des fonds thématiques. Voilà, parce que je trouve que c'est auprès des clients, c'est quand même, on colle plus je dirais, au quotidien et aux différentes thématiques et à leur sensibilité. Ce qui ne remet pas en cause, bien évidemment, le fait d'investir dans des fonds globaux. Mais moi, j'ai une question en fait un peu directe. Frédéric, comment est-ce qu'on fait pour différencier, je dirais, les fonds qui sont sur cette thématique et selon vous, donc on parle bien sûr du bien-être, mais quels sont les indicateurs clés que nous, en tant que conseillers, on doit regarder? D'accord, oui. C'est une bonne question. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est de différencier ce qu'on appelle des fonds thématiques, qui sont des vrais fonds thématiques, versus des fonds sectoriels. Vous me parliez avant de défense, typiquement, c'est un fonds sectoriel. Et les fonds sectoriels, la plupart du temps, ils sont liés au cycle du secteur en particulier. Alors qu'un fonds thématique, il est plus diversifié et il va offrir une meilleure résistance dans les différentes phases de marché. Ensuite, il faut aussi bien choisir ces thématiques sur des tendances de long terme, qui en sont des vraies. Il ne faut pas choisir des thématiques en fonction du goût du jour. Donc, on ne va pas faire, par exemple, quelque temps, on nous demandait de faire un fonds sur l'espace. Le fonds sur l'espace, ça ne va pas durer très longtemps. Et on sait surtout que ça mène au point suivant, c'est la sélectivité.
Je pense qu'il faut, pour avoir un bon fonds thématique, comme on les a chez Thématique, c'est avoir des univers qui soient suffisamment larges, mais pas trop larges, parce qu'on doit connaître beaucoup de choses, enfin, sur très peu de titres en quelque sorte. Donc, on a en général 200 à 250 titres dans nos univers, et on arrive avec des portefeuilles qui sont assez concentrés. On a entre 40 et 60 titres, mais on est souvent plutôt à 40 titres dans les portefeuilles. Après, ce qui permet de différencier les fonds thématiques dans l'univers des fonds thématiques, c'est la pureté ou l'exposition au thème. Savoir comment elle est calculée, mais aussi essayer de voir si les fonds sont réellement exposés à ce qu'ils disent réellement. Ensuite, c'est regarder que ces thèmes offrent une certaine diversification. Ce qu'on aime bien chez nous, c'est d'avoir des fonds qui ont l'univers qui permettent de naviguer les différentes phases de marché. Je mentionnais le fonds thématique safety. Il y a à la fois la partie digitale et la partie irréelle qui offre, je dirais, un 4x4 de l'investissement. On peut vraiment naviguer dans toutes ces phases. Après, je pense qu'il est important, comme d'habitude, de regarder l'expérience de gestion de l'équipe. On essaye d'avoir des gérants qui connaissent bien leur thème, mais c'est ça pour longtemps. Et enfin, très important pour différencier aussi les fonds thématiques des autres fonds d'une manière générale, c'est le processus de gestion. J'en ai parlé auparavant, il faut un processus de gestion qui passe le temps, hein, qui soit sérieux, qui soit suivi, et surtout qui couvre les besoins en termes de ESG. Pour prendre en compte l'ESG, il doit avoir un impact sur le fonds. On peut avoir un processus de gestion qui parle de ESG, oui, mais sans impact sur la taille des positions. Or, chez nous, on a envie que l'ESG ait un impact sur les positions. Et c'est pour ça notamment que ce fonds-là, le fonds thématique safety, est article 9. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'à l'image de ce que vient de nous dire Marc précédemment, de quelle manière est-ce que vous, en fait, vous mesurez l'impact de vos participations? Est-ce que vous arrivez, à travers cette multitude d'investissements, je dirais, à récupérer ce type de rapport? Ah oui, alors on le fait à l'exposition, notamment au travers du prisme ODD, on arrive à le faire. On sait à quel ODD on est exposé. Et comme le fonds doit un objectif durable, c'est aussi facile de mesurer que l'entièreté des actifs sont liés à la thématique durable. Et moi, par retour d'expérience, voyez-vous, je vois bien que clairement, depuis le Covid, sans avoir réellement expliqué pourquoi, mais il y a eu une grande bascule. Et les clients aujourd'hui ne demandent pas tant, pas particulièrement le fait d'avoir un investissement dans ces thématiques-là, mais c'est surtout, vous allez voir, avoir un retour sur l'impact de leur liquidité. Alors, clairement, dans des fonds de private equity où les tickets d'entrée sont plus importants, ça, il n'y a aucun doute. Mais je suis de plus en plus, interrogé par les clients pour dire, voilà, dans les comptes rendus que vous nous fournissez, dans les rapports de gestion, ils sont très intéressés sur le fait d'avoir des mesures d'impact concrètes de ces investissements, donc de leur liquidité. Voilà. Donc, retour d'expérience. Marc, quand on investit sur un fonds de private equity, ça veut dire qu'on investit dans un temps normalement un petit peu plus long que les fonds qui sont proposés par Frédéric au sein de Thématiques. Bon, vous le savez, en contrepartie d'une durée de blocage, ce qui va être discriminant, c'est la performance. Donc, à quoi peut-on s'attendre dans votre fonds de private equity chez Mirova en retour sur investissement? Et est-ce que vous pouvez nous dire, c'est après, quelle durée de blocage, etc. Nous, alors, de ce point de vue, on est un fonds de private equity assez classique. C'est un fonds de 10 ans avec 2 années d'extension possible. On a 5 ans pour investir et en fait 5 ans pour réaliser le portefeuille. Donc, en gros, en moyenne, ça va être 7 ans et demi. Hein, donc, à partir de la 5e année, on commence à retourner le capital. Nous, notre objectif de gestion, il est assez simple. Quand on investit dans une entreprise, on doit avoir la conviction qu'on peut faire x3 sur l'horizon de 5 ans. Et ce qui nous permet de formuler un objectif qui est un x2 net pour nos clients. Alors, je parle plutôt en multiple qu'en TRI, puisque suivant la manière dont vous investissez,
On a un compartiment qui fait des appels progressifs, donc qui est un peu optimisé en termes de TRI. Et notre véhicule et le compartiment, entre autres 150 0BT réemploi, fait un appel unique, lui, pour des problématiques fiscales. Donc là, ça impacte un peu le TRI, mais on va tourner, on dirait un TRI cible de 14%. Pourquoi on peut faire ça? Parce que nous, on a une conviction très forte, quoi. Il y a eu beaucoup de débats quand on parlait d'impact, parce que l'impact se fait au détriment de la performance. Et historiquement, les premiers fonds impact, qui étaient plutôt des fonds sociaux et solidaires, comme on avait une dimension sociale et solidaire forte, on abandonnait un peu de performance, voire beaucoup. Nous, là, on est dans une problématique totalement différente. Nous, on s'intéresse à des gens, à des entreprises qui adressent des méga-trends qui sont liés à la transition. Et ces tendances nourrissent leur croissance et donc leur valorisation. Donc, on ne fait absolument aucune opposition entre impact et return, même au contraire, on pense que l'impact nourrit le return. Et en termes de thématique d'investissement, pour voler le nom de Frédéric, on pense que c'est une bonne approche et que ça permet d'avoir des entreprises qui sont très résilientes aux différents enjeux économiques et avec des qualités de performance qui sont peut-être supérieures à des stratégies généralement quelconques. Ce qui nous permet d'avoir cet objectif assez intéressant, mais néanmoins conservateur de retour pour le fonds. Moi, j'aimerais bien en fait vous poser une question, parce qu'on est quasiment à la fin de, comment dire, de la conférence. On abordera les questions qui défilent. Ensuite, c'est selon vous, messieurs, pourquoi un CGP comme nous on doit s'intéresser à cette, je dirais, typologie de produits au sein de portefeuille? C'est une question, intéressée. Voilà. Selon vous, on s'est fait notre argumentaire, mais selon vous, pourquoi est-ce qu'on doit réellement s'y intéresser à ces valeurs-là? Je vais commencer. Premièrement, hein, vous l'avez mentionné, Cédric, l'investissement thématique fait du sens. C'est facile à expliquer aux clients. À la fois, c'est facile à expliquer le thème, mais aussi la performance quand ça va bien, tout comme quand ça va mal. Donc, on a un outil qui est compréhensible et ce n'est pas une black box ou une boîte noire dans laquelle personne ne comprend rien. Ensuite, je pense qu'ils offrent une chose intéressante, c'est à la fois de la diversification dans un cœur de portefeuille, mais aussi de la différenciation, parce que le prisme qu'on utilise pour regarder le marché au travers de nos thèmes est vraiment différent des autres fonds. On est la plupart du temps des fonds globaux, mais le prisme est différent, ce qui offre vraiment de la vraie diversification. Les moteurs de croissance, en fait, sont relativement décorrélés des autres moteurs de croissance. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un seul moteur comme le consommateur ou la Chine ou l'or qui va pousser les performances. Je dirais la troisième chose dans un portefeuille, ça fait du sens de client parce que c'est de la croissance séculaire. On parle dans le private equity de long terme. Ici, on va aussi regarder les compagnies chez thématiques sur le long terme, sur ces tendances séculaires qui devraient, ou ces méga-trends qui sont détachés des cycles économiques. Et ça, c'est aussi important. Et je dirais également par rapport à d'autres produits qui pourraient exister, c'est croire en la gestion active et au stock picking. L'avantage d'un gérant actif versus un ETF, c'est aussi finalement, on parlait d'impact, l'impact qu'on peut avoir sur les sociétés, l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, les aspects sociaux, avec notre intégration ESG que ne peuvent pas faire d'autres produits. Une question, Frédéric. Est-ce que vous nous avez parlé donc de fonds sécurité, water, wellness. Est-ce que vous avez au sein de votre gamme, d'ailleurs, pour le gestionnaire de patrimoine qui ne voudrait pas être aussi précis que ça, mais qui voudrait quand même bénéficier de ces méga tendances, est-ce que vous avez un fonds qui reprend ces différentes thématiques? C'est vrai que tout à fait, on a ce produit-là, à savoir que chez Thématiques, il y a encore d'autres fonds qui sont le fonds sur la robotique et l'intelligence artificielle, un fonds sur l'économie de l'abonnement. Et tous ces fonds rentrent dans une offre qu'on appelle le Thematics Metaphone, qui est un fonds d'allocation dans toutes ces thématiques. Il est rebalancé une fois par mois. Et du coup, ça offre vraiment un avantage aux conseillers de pouvoir avoir un fonds qui représente la gestion thématique sans devoir faire un pari sur un thème particulier.
Je dois dire que la performance est intéressante sur ce fonds-là parce qu'on voit que dans le temps, c'est encore plus, je dirais, résilient que les thématiques spécifiques. Marc, je vous pose la même question. Pourquoi est-ce que, selon vous, nous, conseillers, nous devons nous intéresser à cette thématique-là? Est-ce que c'est uniquement pour espérer avoir une performance extraordinaire? Non, alors, je vais essayer de pas paraphraser beaucoup des arguments de Frédéric, qu'on va retrouver chez nous aussi. Je pense que c'est un très bon outil de diversification. C'est d'abord un outil de diversification parce que c'est une thématique spécifique qui bénéficie de tendances fortes et qui permet en fait d'avoir en l'ajoutant à un portefeuille, d'avoir un meilleur portefeuille. Quand on le fait en private equity, effectivement, on a aussi une dimension, certes, on s'engage sur la durée, mais on a une dimension de volatilité qui est plus faible puisque on a cassé le thermomètre, hein, on ne fait des valorisations que trimestrielles, donc ça permet d'avoir du temps au temps. Je pense que il y a aussi une dimension assez importante, et pour avoir dans notre premier fonds beaucoup de clients privés avec qui j'ai interagi au travers des conseillers, je pense que le côté très concret et proche est très important. Le fonds investit en Europe, 50% en France. Donc nous, on est très transparent sur qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille. Il y aura une vingtaine de lignes dans le portefeuille, donc c'est pas énorme. Et on communique beaucoup sur ce qui se passe dans le portefeuille. Et donc pour les clients, c'est de la finance concrète, c'est pas de la finance désincarnée. On voit à quoi sert son argent. Elle aide des entrepreneurs, elle crée des emplois, elle crée un impact local qu'on peut appréhender et comprendre. Et je pense que ça, c'est une dimension assez intéressante. Et effectivement, on a un retour financier qui est intéressant. Nous, on ne vous promet pas un retour stellaire, peut-être qu'on le fera, on verra. Mais au moins, c'est un retour solide avec un niveau de risque qui est maîtrisé. Je vois dans les questions, là, je vois dans les questions, il y a deux questions concernant votre fonds. C'est un, quel est le montant minimum? Et deux, attendez, je la relis. Et pourquoi avoir fait sous quel format c'est? Est-ce que vous avez parlé de FCPR et de SLP, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire pourquoi vous avez fait ça? Alors, pourquoi? Comme je l'ai dit, nous, notre volonté chez Mirova, c'est d'offrir aux clients privés le même produit que le produit institutionnel. Donc, notre SLP, elle a un compartiment instit, un compartiment, on va dire, plutôt client privé, mais les deux sont éligibles, c'est le même pool d'actifs. Donc, c'est vraiment le même produit. Et on pourrait nous dire pourquoi vous ne l'avez pas fait LTIF. Pour être très transparent, le premier fonds était LTIF, mais le problème du LTIF, c'est que c'est un agrément de l'AMF, et dès que vous modifiez quelque chose sur le fonds, il faut retourner à l'AMF. Or, quand vous avez des clients institutionnels, sans rentrer dans notre tambouille technique, mais ils peuvent vous demander des side letters, des modifications. Enfin, ils sont un peu plus tatillons, on va dire, dans la lecture des prospectus. Et donc, ça vous oblige à chaque fois à retourner vers l'AMF, et c'est extrêmement pénible et long. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas LTIF. Il a un ticket minimum de 100 000 €. Il est tout à fait éligible pour des clients privés, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire un FCPR, qui lui est un fonds parallèle, donc qui va co-investir avec l'LTIF, donc même stratégie, même produit, mais qui est, je dirais, plus facile à appréhender, entre autres pour nos amis assureurs, qui permet de le référencer. Et là, en assurance vie, le ticket minimum sera de 1 000 €. 1 000 €. Ouais. Donc le premier, la SLP, entre autres pour le réemploi, c'est 100 000 €, et l'autre, dans l'assurance vie, c'est 1 000 €. Un rappel pour ceux qui nous écoutent, sachez que d'ailleurs, au sein de la plateforme Patrimeta, vous avez l'intérêt, c'est de pouvoir consulter en un seul lieu, dans le cadre de ce salon virtuel, et sur chacun des stands, l'intégralité, je dirais, des fonds qui sont mis en tête de gondole. Donc, on a bien compris que chez Mirova, c'était le fonds de private equity. Est-ce que vous, d'ailleurs, Marc, vous pouvez nous rappeler lentement le nom? Mirova
impact life essentially. Et quant je dirais, quant à l'offre actuelle sur Thematics, bon, on a donc safety, water et wellness. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité, lorsque vous allez sur Patrimeta, c'est de prendre rendez-vous avec votre interlocuteur commercial. Ça, c'est bien. Vous prenez rendez-vous avec lui, ce qui peut nous aider rapidement à préparer une allocation d'actifs, un rendez-vous avec un client. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité d'effectuer des recherches multicritères. Voilà. Et si, par exemple, suite à cette conversation, vous avez envie d'aller chercher des informations sur comme le disait Frédéric tout à l'heure, tel ODD ou une thématique qui sied particulièrement à votre client, à travers cet assistant personnel, on pourra retrouver la liste des fonds. Voilà. Donc, je vous invite bien évidemment à y faire un saut, à aller vous balader dans ce salon virtuel, parce que je trouve que c'est très pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, attendez, 15 secondes. Tiens, si j'ai une 15 secondes, je défile, parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont été abordés déjà. Si, tiens, Frédéric, la gamme aujourd'hui, la gamme Thematics, elle est lisible partout. En contrat d'assurance vie, elle est... Oui, et on a une offre qui est quand même plus large. Hein. Je vous ai mentionné le fonds Meta, qui est un fonds d'allocation. Mais pour revenir à l'aspect durable, on a aussi un fonds qui est un fonds assez similaire, qui est un fonds de sélection qui s'appelle le Climate Selection. C'est un fonds sur la sélection des titres qui sont alignés aux objectifs de Paris, par exemple. Et on a également un fonds qui intéresse les CGP, c'est le fonds PEA, qui est le European Selection. C'est un fonds PEAble, dans lequel on approche aussi le marché avec ce prisme de sélection thématique. Donc l'ensemble de ces fonds sont disponibles. Oui. Je sens que Pascal revient. On est 14h42. On est pas mal sur le timing. Est-ce que Pascal, vous avez d'autres questions dans le fil? Non. D'abord, je voulais vous remercier, Cédric. C'est très gentil de faire la publicité et mettre en exergue les opportunités qu'on a d'aller sur la plateforme Patrimeta. On peut prendre rendez-vous, mais aussi on peut joindre directement les équipes commerciales sur Patrimeta, hein, puisqu'on a un chat et puis une plateforme visio, hein, ce qui permet effectivement d'avoir tout de suite les renseignements en direct. Moi, j'ai vu défiler une petite question cette fois-ci pour Frédéric, même si on a répondu à pas mal de points. C'est sur la partie wellness, sur lequel on n'a peut-être pas assez. On a beaucoup parlé de safety, un peu moins de wellness. Sur la répartition en termes de secteur, quel type de segments, des types de titres on va retrouver sur ce fonds, notamment? Alors, le fonds, il va aborder le côté du bien-être au travers à la fois du consommateur et de la santé. C'est vrai que la proportion de santé est un peu plus faible qu'un fonds purement santé. Et on a cette composante consommateur, par contre, qui a posé ces derniers temps dans la performance. Ouais. Okay. Donc, c'est-à-dire on l'a vu, hein, les 2 dernières années n'ont pas été fantastiques post-Covid, je dirais, pour les titres liés à la consommation. Et le bien-être du type de consommation, dans lequel on investit, c'est pas des titres qui ont extrêmement bien fonctionné dans la composante de marché, dans cette typologie de marché, sachant que c'est surtout la technologie qui a poussé les marchés vers la hausse. Et c'est vrai qu'il y a une sous-pondération en technologie et aussi en big pharma lié, par exemple, à l'obésité avec des Lilly ou ce genre de titres qui sont pas dans ce fonds de bien-être. D'accord. Est-ce que Pascal, est-ce qu'il y a Non, on a abordé le thème de la défense qui était aussi qui revenait assez régulièrement. Les modalités de souscription pour les fonds en actifs réels côté Marc, et notamment Marc a répondu sur la question sur LTIF, hein, qui était une des questions qui était posée. Voilà, donc je pense que Cédric, vous pouvez conclure. Je fais une mini conclusion. Mon ressenti après avoir passé
5 minutes avec vous. Merci en tout cas de votre disponibilité. Bon, ce que je retiens donc chez Frédéric Thématique, c'est que bon, on a une gamme de fonds thématiques comme son nom l'indique, ça c'est clair. Ce que je retiens, c'est que vous mettez en avant donc 3 thématiques wellness, water. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, et bien sûr safety, et ce qui m'intéresse particulièrement aussi, je le vois aussi, c'est d'avoir un fonds 4K tout-terrain qui va reprendre ces méga tendances. Voilà. Est-ce que ça, vous pouvez juste nous rappeler le nom? Parce que ça, je trouve que c'est bien à voir sur l'étagère. Le fonds qui investit dans toutes les thématiques, c'est pas un fonds de fonds, hein, donc du coup, il n'y a pas un doublement des frais. C'est le fonds Thematics Metaphone. Metaphone. Qui a été lancé avant Facebook Meta, en fait. Il faut le mentionner. Et puis, Marc, moi, je retiens, si j'ai à retenir une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait que vous ayez à offrir la possibilité de faire du remploi pour nos clients, parce qu'on en a ça, en 150 0 BTR, et ça, je trouve que c'est une bonne idée parce que l'offre, elle est pas pléthorique là-dessus. En tout cas, merci de vos interventions qui, je l'espère, pour nos auditeurs et pour moi-même, d'ailleurs, ont permis de repositionner un peu plus qu'est-ce que l'on mettait derrière ce bien-être et besoins primaires pour les allocations d'actifs de nos clients. Pascal, est-ce que peut-être je vous laisse le mot de la fin? C'est gentil, Cédric, merci. D'abord, je voudrais remercier nos 2 invités qui, merci de vous être livrés à l'exercice. Merci à toi, Cédric, aussi d'avoir animé si brillamment cette conférence. Donc aujourd'hui, on a 19 exposants maintenant sur la plateforme qui vous présentent plus d'une centaine de fonds qui mettent en exergue spécifiquement pour les conseillers avec des spécificités très propres à la plateforme, puisqu'on peut joindre effectivement les équipes commerciales en direct et avoir une communication en live avec ces équipes pour renseigner directement les équipes. En vous baladant sur la plateforme, alors comme le disait Cédric, on a la possibilité effectivement de faire du multifactoriel pour retrouver tout de suite le produit idoine dédié à nos clients, mais on a aussi à vos clients, mais on a aussi cette possibilité de se balader au sein des stands. C'est assez facile, on descend ça par ordre alphabétique et puis on va trouver effectivement tous les types de produits et les présentations qui sont très visuelles, avec beaucoup de vidéos, beaucoup de présentations produits, beaucoup d'images qui vous permettent d'avoir une vision rapide et explicite des produits qui sont présentés par nos exposants, sachant qu'en plus de ça, bien évidemment, vous aurez accès directement à leurs convictions et ce qui peut être intéressant en matière d'allocation, puisque les marchés, comme vous le savez, sont particulièrement compliqués à gérer. Donc, on est dans un cycle de conférences, donc on en est à notre 2e, on en aura une 3e, je l'espère, au mois de juin, donc c'est difficile de jongler avec les périodes scolaires et les ponts, ceux qui ne sont pas des ponts, c'est des aqueducs. Mais donc, théoriquement, on devrait avoir une future conférence au mois de juin. On réfléchit à une thématique sur des types de gestion alternatifs autour des produits qui seraient des choses qu'on rencontre peu souvent. On pense notamment à un fonds sur le viager qu'on a au sein de la plateforme, un fonds sur des matières physiques, puisqu'on a un fonds or. Donc, on essaye de regrouper tout ça pour faire une prochaine conférence sur ce sujet. Donc, on essaye encore d'essayer de vous présenter d'autres types de gestion avec des gestions qui peuvent véritablement intéresser les conseillers, puisque c'est l'objet et le seul objet de notre plateforme Patrimeta. Donc, merci à vous tous, merci de nous avoir écoutés, merci d'être présents, et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, puisqu'on refera des replays, effectivement, de l'ensemble des interventions de chacun, et sur notre chaîne YouTube, où vous pourrez revoir la conférence, et puis si vous êtes inscrit sur la plateforme, et on vous encourage à le faire, à ce moment-là, bien sûr, vous aurez une visibilité sur l'ensemble des conférences que l'on mène. Voilà, merci à vous tous et merci aussi d'avoir participé à cette conférence. Bye bye. Au revoir. Au revoir.